Je vais vous présenter un travail qui a été réalisé dans le cadre du programme Pyrensen en partenariat avec le VEDIF, donc Veolia aux Île-de-France, pour essayer d'avoir une prospective de la contamination de la dééthylatrazine dans le bassin de la Seine. Alors, pourquoi la déséthylatrazine ou DEA? D'abord, c'est un métabolite de l'atrazine, comme on a pu l'entendre depuis déjà 2 jours. L'atrazine étant interdite depuis 2003, nous n'avons plus d'apport actuel. Pourtant, la DEA est encore source de contamination préoccupante, comme ici on peut le voir dans les 3 grands cours d'eau en amont des prises d'eau du syndicat des eaux d'Île-de-France, sur l'Oise, la Seine et la Marne, tant en taux de détection qu'en nombre de dépassements de la concentration à 50 nanogrammes par litre. Alors, puisque les sources actuelles ne sont plus présentes en atrazine, on suppose évidemment que cette contamination vient des eaux de surface, comme on peut le voir sur certains suivis, comme par exemple ici dans le calcaire de Champigny pour les prises d'eau. Donc on voit qu'on a une très faible diminution des concentrations et on voudrait savoir si effectivement les eaux souterraines sont les seules sources de contamination. Voilà. L'avantage de la DEA aussi, c'est qu'on a énormément de données qui existent sur des grandes surfaces, comme par exemple sur le bassin de la Seine, ici présenté, soit des eaux de données, des eaux de surface disponibles avec l'agence de l'eau, soit, décidément, ça ne veut pas, j'ai pas le bon clic. Voilà, soit les bases de données du réseau ADES pour les eaux souterraines au niveau des piézomètres. Et nous avons eu également à disposition l'ensemble des bases de données de VEDIF, donc les suivis de contamination qu'ils réalisent au droit des prises d'eau. Donc la méthodologie adoptée, c'est normalement pour définir les écoulements et simuler les représentations, enfin les concentrations de pesticides dans les eaux surfaces, on réalise souvent un modèle où on a un sol, une plante, on apporte des pesticides, on a des données climat, de sol, on a des modélisateurs qui représentent les formalismes sous forme de transfert, sorption, dégradation. Ils font tourner la moulinette et à partir de là, on définit des simulations avec des sorties soit vers les eaux de surface, soit vers les eaux souterraines. Couplé à un modèle hydrogéologique, on est capable de revoir quelles sont les contributions de ces eaux souterraines au niveau des cours d'eau, faire des restitutions et vérifier au niveau des simulations si on concorde avec les résultats de concentration obtenus. Alors, si ces modèles marchent à peu près correctement sur des petits bassins versants, dès que l'on passe à un bassin versant tel que celui de la Seine, on a un problème parce qu'il faudrait connaître la définition correcte du paysage et quels sont vraiment les apports qui sont réalisés en termes de pesticides. Donc cette démarche est une démarche comme une autre. Nous, on a voulu apporter une autre approche, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une approche type top-down, on a voulu faire du bottom-up, c'est-à-dire vérifier une analyse tendancielle de la contamination que l'on était capable d'observer pour essayer de retrouver quelles sont les sources de contamination. Donc la démarche a été la suivante. On est parti du principe qu'on avait une évolution temporelle au niveau des 3 prises d'eau du syndicat des eaux d'Île-de-France, donc Neuilly-sur-Marne sur la Marne, Choisy-le-Roi sur la Seine et Méry-sur-Oise sur l'Oise. Donc comme ici on peut le voir, le suivi est assez intense pour le VEDIF. Et donc on est parti au départ de la décomposition des hydrogrammes que l'on a au niveau de la planque hydro. On estime à partir des méthodes d'hydrologie les contributions en termes d'eau de surface et d'eau souterraine. Puisqu'on estime qu'on n'a plus que des apports des eaux souterraines en termes de contamination, on définit une contribution de ces eaux souterraines au débit total et on vérifie la concentration qui est associée. Ensuite, dans un deuxième temps, on récupère les bases de données du réseau ADES, on vérifie l'évolution temporelle de la contamination au niveau des piézomètres, on vérifie s'il y a une tendance,
Et cette tendance, on l'a fait sous la forme d'une estimation prévisionnelle de fin de contamination. On le fait pour chacun des aquifères. Et ensuite, grâce à la modélisation, notamment avec le modèle mode-coût, on vérifie la contribution de chacun des aquifères aux grands cours d'eau, de façon à vérifier quelle sera la contamination de ces grands cours d'eau, donc la Seine, la Marne et l'Oise, à l'horizon 2030. Non ? D'accord. Donc je vais essayer d'être assez rapide, donc je vais rater quelques détails, je pourrais revenir dessus si jamais il y a des questions. Donc dans les méthodes de décomposition des hydrogrammes, il y a plusieurs techniques qui existent. On est parti sur un principe de décomposition des hydrogrammes par le filtre de Chapman, développé donc, et mis en place notamment par Mines Paritech. Là où on a défini donc une contribution des eaux souterraines au regard du débit total des rivières. À cela, on a ajouté une contrainte. Non, il n'y a plus rien. Ah, d'accord, ok. On a rajouté une contrainte qui est basée sur la conservation de la masse de la conductivité, de façon à pouvoir scinder en deux ces eaux de surface pour avoir une estimation du ruissellement en tant que tel, qui va permettre de diluer la conductivité par rapport à une source qui serait liée plutôt à des eaux de subsurface. Par rapport à ce travail, on a réalisé une première vérification de la contribution de l'écoulement de base à la contamination des cours d'eau, c'est-à-dire qu'ici, dans les classes de contribution des écoulements du débit au débit total, du débit de base, ici, dans les points où on est à 90-100%, ça veut dire qu'on est en étiage, ça veut dire que les eaux souterraines contribuent majoritairement au débit total de la rivière. Et on voit qu'effectivement, c'est là où on a les concentrations les plus importantes en DEA. Pourtant, les courbes ne sont pas forcément très bonnes, tout simplement parce que c'est lié au fait que quand on a une faible contribution et quand on a des valeurs assez faibles de concentration, c'est lié au biais de la méthode de calcul qui correspond en fait à quand on a des valeurs inférieures à la limite de quantification, on est parti du postulat qu'on prenait la LQ divisée par 2 et donc ça donne ce biais au niveau des contributions les plus faibles. Donc on a voulu faire la même représentation en fonction des taux de détection et là on se retrouve effectivement à avoir une bonne représentation du taux de détection en fonction de la contribution des eaux souterraines au débit de la rivière. Donc, par cette méthode, déjà, on a pu mettre en évidence qu'effectivement, on peut confirmer qu'on a une origine souterraine de la dééthylatrazine au niveau des grands cours d'eau en amont de Paris. Alors, le deuxième travail qui a été réalisé, c'est donc un travail sur la base de données ADES pour vérifier l'évolution des tendances de la contamination des eaux souterraines au niveau des données qui étaient disponibles pour chacun des piézomètres. Ici, représenter l'évolution de 2003 à 2014 de cette contamination en représentant tout simplement une évolution de la concentration et de faire une méthode de crigeage pour représenter cartographiquement cette contamination. Donc on voit qu'on a une très grande variabilité spatiale au niveau du bassin de la Seine de cette contamination. Ensuite, pour vérifier et essayer de trouver des tendances d'évolution dans le temps de cette contamination, nous sommes partis des études qui avaient été réalisées par le BRGM notamment, donc les travaux de Benjamin Lopez, qui ont présenté donc des arbres de décision statistiques pour pouvoir travailler sur ces grands jeux de données. Donc, à partir de cet arbre de décision, on est parti sur un nombre de piézomètres de 1436. On a gardé les piézomètres où on a suffisamment de données pour avoir une possibilité de calcul statistique. Puis, on a regardé les piézomètres qui étaient vraiment contaminés. Et de 1436, on ne se retrouve plus qu'avec 223 piézomètres exploitables.
Et donc, on a réalisé des tendances d'évolution à partir du test de Mann-Kendall et vérifié la contamination des eaux souterraines et les tendances à la hausse, à la baisse ou pas de tendance observable. Donc, tous les petits points en bleu sont là où on ne peut pas conclure puisqu'on n'a pas de tendance significative ici. Et tous les points qui sont en vert, c'est une évolution des tendances à la baisse, alors qu'en rouge, on voit qu'on a encore un grand nombre de piézomètres où la tendance évolutive serait à la hausse de la concentration dans le temps. Donc on a une forte variabilité spatiale qui apparaît, et dans ces tendances d'évolution à la hausse, on voit que ces tendances d'évolution à la hausse sont surtout situées là où on a déjà les plus fortes concentrations. Donc, par rapport à l'ensemble de ce travail, on a compilé les deux approches. D'une part, l'estimation des concentrations dans les eaux souterraines pour chacun des aquifères à l'horizon 2030 par l'étude par la réalisation de cette tendance. Et par rapport au modèle MODCU, on a estimé des contributions moyennes de chacun de ces aquifères au débit des grands cours d'eau, donc la Marne ici à gauche, l'Oise au milieu et la Seine à droite. Et on a regroupé ces informations pour recalculer une concentration moyenne à l'horizon 2030 dans chacun de ces cours d'eau. Donc on voit qu'on a certains aquifères qui sont encore à l'horizon 2030 avec des valeurs moyennes très élevées, comme par exemple dans les calcaires de Champigny ou dans la Brie. Mais comme il y a une très faible contribution de ces aquifères, on se retrouve quand même avec des valeurs à l'horizon 2030 qui seront inférieures à la limite de quantification. Et donc, on devrait avoir réglé le problème de la Marne et de l'Oise à l'horizon 2030. Par contre, au niveau de la Seine, on devrait encore avoir des détections qui devraient être constatées à cette époque-là. Donc, en conclusion, cette démarche est une démarche ascendante qui n'a pas été jusqu'à présent mise en application, notamment entre les niveaux de contamination d'eau souterraine et les contaminations des eaux de surface. C'est une réalisation d'un état des lieux de la contamination. Et on a pu mettre en place une réflexion sur la méthodologie de la mise en place de cette méthode pour estimer des tendances d'évolution des concentrations. Et c'est juste une proposition d'un scénario tendanciel simple à partir des premières estimations des contributions des aquifères au cours d'eau. Alors en perspective, évidemment, il y a plein de questions. On aimerait bien pouvoir relier les niveaux de contamination des nappes aux usages passés et aux caractéristiques hydrologiques locales. Est-ce que cette variabilité spatiale, elle est liée majoritairement à la vulnérabilité du site ou est-ce qu'elle a été liée à des usages intenses? On voudrait également essayer d'intégrer la dynamique de transfert de la zone non saturée vers la nappe. Donc ça, je ramène aux travaux de Ning-Sin qui ont été présentés hier après-midi. Est-ce qu'on a encore un stock important dans les sols? Est-ce qu'on arrive vers un épuisement? Et quid de ces tendances d'évolution encore à la hausse constatées dans certains piézomètres? Et donc, il faudrait quand même mieux prendre en compte les changements hydrologiques. Est-ce que cette évolution peut être fiable dans le temps ou pas, et vérifier les conditions chaque année entre les conditions en période sèche ou en période humide. Je vous remercie pour votre attention.